Je crois que s'il y avait un sport pour lequel mon indifférence était totale, c'était le volleyball. Je n'irais pas jusqu'à dire que je n'aimais pas ça. C'est juste que je m'en foutais totalement. Je n'avais jamais regardé de match, et de toute manière, je n'y aurais rien compris. On aurait pu essayer de m'expliquer les règles 100 fois sans que je m'en souvienne. Et pourtant, récemment je me suis pris de passion pour un animé qui a ce sport comme sujet principal. IQ est un animé adapté du manga éponyme de Haruichi Furudate, dont la 5e saison est actuellement en cours de diffusion. Le protagoniste, Hinata Shoyo, est un jeune joueur de volley qui rejoint l'école de Karasuno pour être dans le même club que son idole, le petit géant, qui a su devenir une icône malgré sa petite taille inhabituelle pour un joueur de volley. Ne faisant qu'un mètre 64, Hinata souhaite, comme son idole, se hisser à la tête du championnat national grâce à ses sauts spectaculaires et son athlétisme étonnant. C'est aux côtés de son coéquipier et plus grand rival, Tobio Kageyama, et avec toute l'équipe de Karasuno, qu'ils vont essayer de se défaire de leur surnom de corbeau déchu et se hisser au sommet du championnat interlycée. Narrativement, c'est très classique. On retrouve plein d'éléments en commun à la majorité de shonen de sport avec les thèmes du dépassement de soi et de l'amitié. Après tout, le manga est publié dans le Shonen Jump. Il n'y a pas vraiment de twist. Non, il n'y a pas de pirates, de démons ou d'extraterrestres, pas de pouvoir ou d'univers particulier. Tout se passe dans un Japon contemporain plutôt banal, chose vraiment rare dans le Shonen Jump. Le seul autre exemple qui me vient en tête, c'est Bakuman, un shonen sur des jeunes mangaka. Promis, on en reparlera dans un autre épisode. Mais qu'est-ce qui rend cette histoire, qu'on semble avoir déjà vue d'innombrables fois, si poignante et passionnante? C'est peut-être justement la banalité et la simplicité de ce récit qui fait que nombre d'entre nous pourront nous y identifier. L'histoire se déroule au sein d'un club de volley de lycéens, dont on suit à la fois le parcours sportif, la vie sociale et scolaire. Les membres du club de volley de Karasuno font face à des obstacles et des événements que beaucoup auront vécus. Toutes les émotions qu'ils ressentent après une victoire ou une défaite sont des émotions que j'ai moi-même déjà ressenties en club de rugby au collège. Les enjeux ne sont peut-être pas nationaux, planétaires ou existentiels, mais ce sont des enjeux que je comprends, auxquels je m'identifie énormément, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres. J'ai été ce Hinata sur le terrain, plus maigre que les autres, mais avec la hargne de gagner et de me dépasser. Je connais parfaitement cette montée d'adrénaline quand on est au pic d'un match et que tout peut encore basculer. Montée d'adrénaline qui refait surface face à mon écran lorsque Karasuno serre la balle de match, et que Hinata frappe un smash final, que le public l'acclame euphorique, et que les joueurs accablés par les émotions fondent en larmes. C'est vraiment grisant. Évidemment, le volley comporte des règles, un langage et des enjeux qui ne sont pas nécessairement connus du premier venu. C'était bien sûr mon cas avant de regarder IQ. Je vous propose donc ce court entracte pour que ceux qui ne connaîtraient pas le volley puissent suivre plus aisément. Au volley, il y a deux équipes de 6 joueurs qui s'affrontent en face à face sur un terrain séparé par un filet en hauteur. Le but est de, sans l'attraper mais en la repoussant seulement, d'envoyer la balle dans la zone du terrain adverse pour marquer un point. On en remporte un aussi si l'adversaire l'envoie hors du terrain. Chaque joueur est limité à un envoi à la fois, et l'équipe à 3. La première équipe arrivée à 25 points remportera la manche, sachant qu'un match comporte 2 ou 3 manches gagnantes. Celui qui remporte le point sert, et lorsque le service est repris, l'équipe effectue une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Les positions principales sont les suivantes. Le libéro doit réceptionner la balle pour que le passeur puisse décider quel attaquant pourra envoyer la balle chez l'adversaire. Et les bloqueurs sont chargés de sauter en même temps que les attaquants adverses pour bloquer leur smash. Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, voyons comment IQ rend la série plus accessible aux novices du volleyball, sans le présenter paresseusement dans une séquence explicative comme vous venez de voir. On nous invite à découvrir le volley très progressivement. On apprend les règles les plus simples comme le nombre de touches maximum ou comment on gagne de manière naturelle devant les matchs. Les règles un peu plus complexes et les enjeux sont décrits et expliqués à travers des remarques, des monologues internes ou des dialogues, venant à la fois de ceux qui n'y connaissent rien, comme des spectateurs ou le professeur accompagnateur Itetsu Takeda, ou des personnages qui au contraire savent plein de choses, comme les joueurs ou le coach. Et ça fait qu'au fil des matchs, on finit par avoir les clés en main pour comprendre les enjeux des arcs de personnages de manière très fluide et naturelle. Après tout, c'est en volleyballant qu'on devient volleyballeur. Ou un truc comme ça. Mais au final, c'est bien les personnages et leur évolution qui est intéressant dans IQ. Le volley n'est qu'un filet de fond. Les personnages principaux sont les membres du club et les quelques figures qui les côtoient. Le coach, le professeur accompagnateur et les managers. Tous ont des personnalités et des évolutions très différentes.
Et c'est aussi le cas des équipes qu'ils affronteront. Il n'y a pas vraiment d'antagonistes. Les conflits naissent de la confrontation des ambitions personnelles de chacun. Les personnages sont bien développés, sans que la série ait recours aux flashbacks à outrance. Pour illustrer tout ça, je vais vous raconter l'arc narratif d'un des personnages secondaires, pour ne pas gâcher ceux des personnages principaux. Cette année, 4 élèves de première année rejoignent le club de volley du lycée Karasuno. Hinata, le jeune attaquant ambitieux à l'agilité surhumaine. Tobio, le passeur de génie, déjà reconnu comme un des meilleurs de sa position au Japon. Tsukishima, le bloqueur qui a la chance de faire 1m88 et d'être un grand stratège. Et il y a Tadashi, qui lui n'a rien de spécial pour le définir ou le distinguer. Au fil des matchs et de l'avancement de l'équipe dans les championnats, tous les premières années se démarquent par leur talent. Tous sauf Tadashi, qui n'arrive pas à se démarquer de ses amis et se retrouve sur le banc à chaque match. Frustré, il va voir un ancien joueur de Karasuno, Makoto Shimada, et lui demande de lui apprendre un service qu'il l'a vu faire, un smash flotté. Il commence alors un long et dur entraînement pour réussir ce service particulièrement technique. Durant un match, à un moment très important de la manche, le coach l'envoie sur le terrain en tant que serveur de secours, pour voir de quoi il est capable. La pression est incroyable. Tout semble reposer sur ses épaules. Le temps s'est arrêté. Soudain, l'arbitre siffle. Surpris, il s'élance, frappe la balle, mais la balle se retrouve dans le filet. Il est dévasté. On lui a donné une chance, et il a échoué. Il se retrouve à nouveau sur le banc. Heureusement, il n'abandonne pas, et retrouve sa motivation en espérant avoir une seconde chance. Cette autre chance arrive durant un match, où il se trouve à nouveau dans une position de stress extrême. Il frappe son premier service, et par chance, la balle ne fait que frôler le filet. Il marque son premier point. Seulement, il perd totalement confiance au second service, estimant qu'il a juste eu de la chance, et décide de ne pas prendre de risque en effectuant un service normal. L'équipe perd le point. La même suite d'événements se répète. Il ne s'est pas fait confiance et il le sait. C'était un échec. Grâce à sa force mentale, il se relève une dernière fois, et après un entraînement acharné, il supplie du regard son entraîneur pour entrer à nouveau en tant que serveur de secours. Mais cette fois ce n'est pas pareil, il est prêt, il enchaîne donc les points en smash flotté. Il devient enfin un joueur remarquable, capable de marquer des points. Même s'il n'apparaît que quelques fois dans la série, ce personnage moins important a su attirer mon attention. Faire en sorte que je sois là, à espérer que l'entraîneur lui laisse une nouvelle chance, à souhaiter qu'il surmonte son angoisse et à être vraiment heureux pour lui quand il réussit enfin. Les personnages et leurs évolutions sont la grande force de Haikyuu selon moi. Et c'est ça qui a su me faire supporter 5 saisons de matchs d'un sport pour lequel je n'ai aucun intérêt. D'ailleurs, je ne les ai pas supportés. J'ai adoré les regarder et j'en veux plus. Pour que toute la narration tienne la route, il faut bien que le reste soit cohérent. Une œuvre audiovisuelle narrative est un ensemble avec une narration, une mise en scène, une identité visuelle et sonore. Sans quoi, l'œuvre serait incomplète. Dans Haikyuu, je trouve que ceux qui accompagnent la narration se contentent la plupart du temps d'être fonctionnels. Une musique qui ne se laisse pas remarquer, une animation jolie sans être originale, un sound design existant et une mise en scène très épurée. Seulement, c'est une série qui, comme je l'ai dit, se concentre sur les arcs de personnages sur le long terme. Et donc on prend un certain temps à tranquillement les développer jusqu'à leur apogée, toujours à un moment clé d'un match, où tous ces éléments jusque-là plutôt réservés se lâchent complètement. Soudain, lors d'un smash, le trait de l'animation devient visible et violent. La caméra se met à bouger dans l'espace comme si elle était plus régie par les lois de la physique traditionnelle. On se met à avoir des idées de mise en scène, comme la comparaison d'un saut à celui de l'envol d'un corbeau, qui dans le contexte de l'histoire est très fort. Le sound design se met à avoir un impact et une présence folle. En fait, c'est comme si tous ces éléments font en sorte de ne pas être trop visibles, pour soudain, lors du climax émotionnel, devenir hyper visible jusqu'à en crever l'écran. Et la retenue plutôt habituelle de la série permet au moment de Sakuga de vraiment se démarquer et sublimer les moments narratifs clés. Si je devais adresser une critique pour contrebalancer mes louanges, je trouve que sur les plans où deux personnages se font face à face, séparés par le filet, sont gâchés par des trous artificiels qui y sont découpés. Alors que utiliser le filet comme outil de mise en scène pourrait être très efficace. Ici, il est plus vu comme un obstacle, où l'on préfère y découper des trous pour mieux voir les visages des personnages. C'est juste une opportunité de mise en scène un peu gâchée, je trouve, où l'on aurait pu jouer à découper les personnages ou les isoler visuellement grâce aux zones que créait le filet. J'ai vu quelque part une personne mettant en évidence un lien entre les dates de sortie du manga et de l'anime Haikyuu
et une nette augmentation du nombre d'inscriptions en club de volley au Japon. Je ne suis pas statisticien, et serais incapable de dire avec certitude qu'il y a corrélation. Mais le fait qu'on puisse avoir le doute sur la question montre quand même la force motivatrice que possède cette série. Personnellement, je ne suis pas allé m'inscrire dans un club de volley, et je n'ai pas commencé à regarder des matchs compétitifs non plus, tout simplement parce que j'ai déjà mes intérêts personnels assez définis. Mais cela ne m'a pas empêché de me motiver à mettre plus d'entrain dans ce qui me passionne déjà. Il est possible par contre que si j'avais découvert IQ plus tôt, je m'y intéresserais peut-être sérieusement aujourd'hui. Voir ces jeunes se battre de toute leur force me motive vraiment à faire pareil. Ça m'a par exemple motivé à finir cette vidéo alors que j'en ai 10 en cours depuis plus de 6 mois.